Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, je recevrai notamment les gérants de boîtes de nuit, mais aussi des responsables de sociétés événementielles qui visiblement sont en grande difficulté et ils tiennent à tirer la sonnette d'alarme justement sur cette situation extrêmement délicate dans leur profession. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le 26 août 2020 et depuis le 15 août dernier, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics ou définis par les autorités. Une réglementation qui, mal appliquée, peut mener à des situations conflictuelles, comme cette altercation aujourd'hui à Terre de Haut, où un simple contrôle de masque a tourné en contrôle d'identité, puis en interpellation très musclée. Une scène violente filmée et diffusée sur les réseaux sociaux qui a provoqué la colère des Saintois notamment. Mobilisée depuis 17 heures à la gendarmerie, la population exige le respect des forces de l'ordre, même si le jeune homme a déjà été libéré. Nous sommes en direct avec le maire de Terre de Haut, monsieur Hilaire Brudet. Bonsoir. Bonsoir, mais je vous entends très très loin. Ah, on va essayer d'améliorer la connexion téléphonique. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un point sur la situation à Terre de Haut? Est-ce que la tension est déjà redescendue? Bien oui, moi je suis en Guadeloupe, mais là, les informations que j'ai sur Terre de Haut, c'est qu'effectivement, Bride Steven, l'interpellé, a été libéré de sa garde à vue, il a été mis fin à la garde à vue. Donc il y avait une manifestation devant la gendarmerie d'un peu plus de 100 personnes, 150 personnes d'après les informations que j'ai eues. Donc ils ont accompagné l'intéressé et puis au moment où je vous parle, ça s'est calmé. J'ai eu à l'avoir au téléphone personnellement. Bride Steven, avec qui on a discuté, donc il devait rentrer chez lui. Et puis demain, il est convoqué à la gendarmerie de Saint-Claude pour porter plainte contre les deux gendarmes qui l'ont un peu matraqué et aussi de faire une visite médicale au CHBT normalement. Alors, il y a certains sites justement à Terre de Haut, comme en Guadeloupe continentale, où le port du masque est obligatoire. Visiblement, l'espace où le jeune se situait n'en fait pas partie. Est-ce que vous confirmez? Oui, non, l'espace fait partie de l'obligation. C'est dans le bourg, l'endroit où il était, il avait l'obligation de porter le masque. Il n'était pas sur la plage, et même quand on est sur la plage, parce que vous savez, entre la plage et la route principale, il n'y a pas une distance très grande non plus. Il était sur l'endroit où on appelle le marché. Il était là avec d'autres jeunes. Il n'avait pas son masque, il avait le masque sous le menton. Et puis, les gendarmes lui ont demandé de mettre correctement le masque. Il a refusé, et c'est lui-même qui me l'a dit, au motif que d'autres personnes circulaient sans masque. Donc, quand il a refusé, les gendarmes ont cherché à savoir avec qui ils avaient affaire. Donc, ils ont demandé sa pièce d'identité. Il a simplement donné son prénom. Et il n'a pas voulu donner sa pièce d'identité pour les raisons que je viens de vous évoquer. Donc il a un peu traversé les deux gendarmes, c'est-à-dire sans faire attention ou en les évitant. Et comme ça, l'un des gendarmes l'a ceinturé et l'autre a l'occasion de donner un coup de matraque sur la cuisse, je crois. D'ailleurs, la vidéo, vous pouvez le voir, elle circule sur les réseaux sociaux. Il a réussi à se défaire, puis il a été rattrapé à nouveau. Et là, il a eu deux coups de matraque à nouveau sur la cuisse. Alors peut-être qu'il était déjà presque maîtrisé. Et c'est là d'autres jeunes qui se situaient au même moment sur les lieux se sont révoltés et les gendarmes ont pu faire machine arrière. Et c'est comme ça que la chose s'est terminée dans un premier temps. Puis après, il a été effectivement transporté vers le dispensaire où nous avons un médecin qui officie là. Et là, il a bénéficié, je crois, de 5 jours d'ITT. Et voilà, pour la suite, je pense que vous connaissez ce que je viens de dire. Il a été en garde à vue et puis relâché à 17h et des poussières. Alors, quel est le Ça s'est passé autour de... En fait, moi, j'ai eu l'information autour de midi. Donc, ça s'est passé un peu, je dirais, à la pause méridienne, là où les jeunes ont l'habitude parfois de trinquer ou de discuter, de parler. Bon, parfois, ça fait des attroupements, mais bon... Ça aurait pu se passer mieux que ça, malheureusement. J'espère que ça finira un peu mieux. Mais pour l'instant, les choses se sont calmées.
Et quel est le positionnement votre positionnement justement par rapport à cette situation qui quand même a suscité quand même pas mal d'émoi sur Terre de Haut? J'essaie de comprendre votre question parce que là où je suis, je vous entends très mal. Et j'ai cru comprendre que vous me demandez ma position, c'est ça? Exactement. Exactement. Oui, mais ma position est celle-là. N'étant pas présent, j'ai vu la vidéo, j'ai eu les informations, j'ai fait le recollement de toutes les informations que j'ai eues. Je regrette que le jeune, dans un premier temps, ne tempère pas à l'injonction des gendarmes. C'est une obligation. Ils font une demande de remettre le masque qui est obligatoire. En tout cas, il était sous le lit où c'est obligatoire. Dans le créneau, c'est obligatoire. Il devait le faire. C'est dommage qu'il ne l'a pas fait. À l'inverse, les gendarmes n'avaient pas, à mon sens, à aller jusque-là, parce qu'il y a le texte, mais il y a aussi le contexte. Vous avez un certain nombre de jeunes. Il n'y avait pas d'agressivité particulière. En tout cas, je le voyais dans un premier temps sur la vidéo. Il n'y avait pas nécessité de donner les 2 derniers coups de matraque. Je pense que le premier, s'il était fait pour éventuellement le mobiliser, parce il est assez grand par rapport aux gendarmes, il joue un petit peu au costaud aussi, et bon, je peux comprendre. Mais là, je pense qu'ils ont été un peu loin. Mais bon, après, j'ai vu ça de loin, je ne connais pas non plus, j'étais pas présent, c'est une analyse à chaud. Donc, je ne veux pas non plus donner raison ou tort à qui que ce soit, mais si on regarde ça à peu près avec objectivité, je pense en tout cas, je regrette que ça soit arrivé jusque-là. Enfin, moi, j'ai eu le colonel de la gendarmerie avec les responsables avec qui nous avons échangé, et donc on avait convenu en tout cas, moi, j'ai posé la question de savoir qu'on pouvait aller autrement et on pouvait faire autrement, et le colonel avec le procureur ont décidé d'arrêter la garde à vue et de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, de faire une consultation médicale et de le recevoir demain à la gendarmerie de Saint-Claude. Et je pense que tout cela rentrera dans l'ordre. Et ça devait être un épiphénomène. En tout cas, on devait tirer des conclusions de cela parce que là aussi, il y a quelque chose à revoir. Épiphénomène, on l'espère, mais tout à l'heure justement à l'antenne de Canal 10 Télévision, par exemple le gérant du bar qui est à proximité justement de la plage disait qu'il était un peu ciblé aussi par les forces de l'ordre. La population, quant à elle, on a vu plusieurs témoignages de la population justement qui dit que ces personnes ne sont pas intégrées, que ce sont des nouveaux agents, qu'il y a peut-être des excès de zèle. Est-ce que vous avez discuté de tout cela avec le colonel de gendarmerie? Alors, j'avoue que je vous entends très très mal. Ce que j'ai compris, vous m'avez parlé du bar en face, le Coconut. Alors, je ne sais pas si la réponse, si l'information que je vous donnerai correspond à la question que vous m'avez posée. Ça passe vraiment très mal. Alors, ça c'est une analyse qui est la mienne, et elle vaut ce qu'elle vaut. Vous savez, on a eu une fête qui a été annulée en discussion avec la préfecture, qui refusait même toute manifestation. J'ai dû quelque part négocier avec la préfecture pour la traditionnelle possession et puis la messe. Mais il était question de ne faire aucune manifestation qui créerait éventuellement des foules et avec le risque de créer des foyers, des clusters en termes pour la Covid-19. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi un arrêté pour le masque, il y avait sur la circulation des arrêtés qui sont traditionnellement dehors de l'arrêté sur le port des masques, qui sont pris lors de la fête du 15 août. Et c'est vrai que plusieurs bars, dans un premier temps, mais je dis bien plusieurs, et plusieurs commerces n'ont pas respecté l'arrêté déjà de vente d'alcool à emporter avec des bouteilles, ce qu'il est interdit pendant les 3-4 jours de fête. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est plusieurs bars, j'ai dû le constater personnellement d'ailleurs. Après, les gendarmes ont constaté, et là, intervient la fermeture administrative du bar Coconut, qui est un bar, mais qui a devanture sur la voie publique et dont les consommateurs de ce bar se trouvent bien évidemment régulièrement sur la voie publique et singulièrement le samedi. Donc il se trouve que le 14 et le 15, les conditions de distanciation n'étaient pas respectées. Alors, est-ce que c'est la faute du bar? Oui et non. Non parce qu'il n'a pas à s'occuper de la voie publique, mais oui parce que c'est l'événement qui crée la foule. C'est comme ça que on nous a interdit de faire des fêtes publiques pour ne pas créer de foule. Donc il y avait aussi à respecter ça. Donc la préfecture, en l'occurrence, a fait une enquête par la voie des gendarmes et ils ont décidé de faire une fermeture administrative pour un mois. Alors j'ai pu comprendre, parce que j'en ai discuté aussi avec la population. Moi j'étais pendant ces 15 jours au centre, je suis rentré hier sur la Guadeloupe. Et j'ai pu comprendre que la vie était partagée. Il y a des gens qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas forcément. Et effectivement, la partie jeunesse
comprend moins bien la fermeture. Il faut savoir que c'est un bar qui tourne, qui marche tous les jours et qui le samedi et au vendredi parfois, je ne suis pas tous les jours au Sainte, qui tourne et qui met de la musique au-delà de 10 heures du soir, qui doit fonctionner sous des autorisations municipales qui n'en est pas forcément d'autorisée aujourd'hui. Mais pour l'instant, la municipalité n'a fait aucune intervention pour cette fermeture. Maintenant, ça relève totalement de la préfecture, mais je pense m'entretenir avec le propriétaire du bar pour trouver des solutions à l'avenir, parce qu'il y a beaucoup d'administrés qui portent plainte régulièrement sur la manière du fonctionnement. Donc, et en même temps, il n'y a pas non plus d'autres manifestations ou de mobilisation là où les jeunes, les touristes ou une partie de la population veulent bien le samedi, je veux dire, passer un moment ensemble. Donc, il y a toute cette réflexion que nous devons avoir à la municipalité. Mais au-delà de la compréhension, de la tolérance, il faut qu'on se rapproche un peu des règles sanitaires, des règles de sécurité et tout ce qui est nécessaire. Au-delà des règles de Covid aujourd'hui, je parle d'une manière plus générale. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des nuisances et certains voisins me le font savoir régulièrement, en tout cas depuis que je suis maire et même avant d'être maire. Donc il y a nécessité qu'on se voit pour trouver la meilleure solution et pour que tout le monde se retrouve un peu. Merci beaucoup en tout cas Hilaire Broudet, maire de Terre-de-Haut, d'avoir répondu à nos interrogations. C'est moi qui vous remercie. Et afin de ralentir la propagation du Covid-19 en Guadeloupe, certains professionnels consentent à éviter justement les rassemblements. C'est le cas des pompes funèbres qui n'organiseront plus de veillées à compter de la semaine prochaine. On fait le point. Diverses réunions de personnes et tout ça, nous avons décidé, en commun accord avec tous les adhérents du syndicat, d'arrêter les veillées. Parce que c'est une source de propagation, donc on s'est mis d'accord là-dessus, qu'on allait arrêter les veillées. Bon, toutes les veillées qui ont été programmées pour cette semaine, on va les faire. Mais tout ce qui arrive après, à partir de la semaine prochaine, en principe, tout sera bouclé. On fera plus de, on fera une présentation de corps le matin, enterrement l'après-midi ou dans la journée. Dès qu'il y a réunion de personnes, il y a toujours risque de contact, donc on n'a pas voulu prendre de risque, parce qu'on sait que dans les veillées, même si les gens viennent avec le masque, mais quand il y a de la nourriture qui circule, il faut enlever le masque, après on oublie de le remettre. Enfin non, il y a trop de risques. Les distanciations ne sont pas respectées, tout ça, donc on a préféré arrêter. Depuis 48 heures, là, on a un bon retour. Les gens sont conscients, ils ont pris conscience qu'effectivement, quand on saura que ça a diminué, qu'on est revenu à une situation presque normale, donc on reprendra nos habitudes, tout en essayant de conserver, de prendre nos précautions quand même. On est fermé depuis le 15 mars, aucune perspective de reprise, pas même partielle. Des propositions de transformation. La vitesse à laquelle le virus se propage, à travers les diverses réunions de personnes et tout ça, nous avons décidé, en commun accord avec tous les adhérents du syndicat, d'arrêter les veillées. Parce que c'est une source de propagation, donc on s'est mis d'accord là-dessus, qu'on allait arrêter les veillées. Bon, toutes les veillées qui ont été programmées pour cette semaine, on va les faire, mais tout ce qui arrive après, à partir de la semaine prochaine, en principe, tout sera bouclé. On fera une présentation de corps le matin, enterrement. Purement et simplement privés d'activité, comme les gérants de boîtes de nuit. Depuis le 15 mars, ces établissements sont fermés au public et ne réalisent aucune recette. Les charges, elles, courent toujours sans que les solutions pérennes ne leur soient portées. Une situation critique dénoncée ce matin lors d'une conférence au Club W à Jarry. Le reportage de Stanley Manicor. Fermé depuis le 15 mars, aucune perspective de reprise, pas même partielle. Des propositions de transformation en bar, mais qui aujourd'hui ne nous conviennent pas parce que économiquement parlant, ce n'est pas viable. Certains ont fait l'essai et malheureusement, ce n'est pas rentable. On tourne à perte. Donc voilà, un secteur qui est en très grande difficulté. Moi, un recommandé et de mon propriétaire, par exemple, et je peux me retrouver dehors demain. Voilà, c'est tout. Je suis à plus de 6 mois de loyer impayé. Et un courrier recommandé de lui et je lui rends les clés. Merci, au revoir. Donc oui, c'est très très critique. Il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs problématiques, si vous voulez, dans le détail qui sont différentes, mais
Des fois, même dans le même secteur, ça peut être encore plus différent. C'est-à-dire 2 boîtes de nuit n'ont pas forcément les mêmes problèmes. Et donc, imaginez sur l'amplitude des secteurs. Tous les mois, on doit sortir 13 000 €. Donc, on n'a aucune entrée d'argent, mais vraiment 0 entrée d'argent, pas même une activité partielle. En matière de pertes, il faut savoir que juin, juillet, août, on représente 80% de notre chiffre d'affaires annuel. On est sur une perte d'à peu près facilement, jusqu'à date, 300 000 € facilement. Il y a plusieurs aides et il se trouve que spécifiquement pour les boîtes de nuit et le monde festif, puisque c'est un secteur à part, enfin à part entière, et il est prévu de donner 15 000 € avec un plafonnement à 45 000 pour les discothèques de Guadeloupe. Et je pense que ça va être sensiblement la même chose dans les autres départements dits d'outre-mer. L'État nous promet des choses, il y a des choses dont on entend parler. On a une communication très diffuse du gouvernement sur les boîtes de nuit, mais on n'a aucune solution actuelle tout de suite. On n'a pas. Alors que nous, l'urgence, elle est maintenant. On nous parle d'aide, oui, à partir de septembre, mais nous, l'urgence, elle est tout de suite. Visibilité de reprise, dans un premier temps, on nous avait annoncé le 21 septembre. On a très clairement conscience que, vu la situation sanitaire, on ne reprendra pas. L'idée n'est pas non plus de reprendre absolument. Mais voilà, on cherche à ce qu'on soit aidé par l'État, qu'on soit au moins mis sous perfusion pour nous permettre justement de reprendre lorsque la situation sanitaire va s'améliorer. Et nous sommes à quelques jours à peine de la rentrée. Les personnels d'éducation sont en mode mise à jour sur les mesures d'hygiène. Où poser ses affaires, comment s'organiser pour les pauses repas, quel type de produits d'entretien utiliser, pour quelle surface, sont tout autant d'interrogations nouvelles à ne plus prendre à la légère. À BEMAOF, on tente en tout cas d'intégrer ces automatismes grâce à des ateliers théoriques et pratiques. Le reportage d'Olivier Félix. Très important, mais c'est carrément indispensable d'avoir cette préoccupation, cette formation pour le personnel, parce qu'on ne sait pas dans quelques jours, dans une semaine, comment sera la recrudescence, s'il y aura plus de cas ou pas, l'état dans lequel on sera en Guadeloupe, dans quelles conditions on va vraiment aborder la rentrée. Donc un minimum qu'on doit quand même assurer au niveau de la formation du personnel pour qu'on soit le plus vigilant possible, le plus efficace possible dans la distanciation, dans les petits gestes, le port du masque obligatoire, qui est un vrai effort pédagogique aussi envers le personnel et un vrai effort après qu'on puisse retransmettre sur les élèves que nous sommes censés encadrer pendant cette période. On a appris des nouveaux mots, des nouveaux gestes à faire pour nous protéger, vu qu'on est en petite section à l'école maternelle, donc les enfants n'auront pas de masque. Donc c'est nous à nous protéger pour éviter qu'on attrape le virus Covid-19. Et on nous a appris aussi comment protéger les enfants avec le bon nettoyage, les bons gestes à avoir. Très enrichissante comme formation. On a pris quand même toute la matinée pour décortiquer toutes les situations possibles. Ça allait du simple où est-ce que je mets mon portable jusqu'à est-ce que je peux faire du covoiturage, comment on fait à la pause repas avec le micro-ondes. C'est vraiment leur souci premier était de ne pas se contaminer entre elles, parce qu'une contamination des agents qui sont garants de la santé et de l'hygiène du milieu des établissements, ça met en péril tout le système de l'éducation derrière. Donc ce sont des petites astuces, des petits détails qui ont été vus point par point. On a validé les produits qui allaient bien sur les interrupteurs, sur leur téléphone portable. On a validé la façon de contenir les déchets qui étaient à usage unique ou les déchets réutilisables qu'elles allaient ramener à la maison. Comment faire pour entretenir les tenues? Comment faire pour faire une pause repas en toute sécurité avec des collègues et comment leur montrer, finalement, oui, je t'ai vu, tu existes, toi aussi, et non plus dire, voilà, je t'aime en te faisant la bise le matin, mais regarde, je me suis habillée correctement avant de rentrer dans le réfectoire. On est toutes des professionnels, on va assurer le job, et derrière, quand on se retrouve entre nous, on ne lâche pas la pression parce qu'on est garant de demain aussi. On augmente le dispositif, mais indépendamment de l'allègement du protocole, on a vraiment le souci de limiter la contagion, de limiter l'épidémie. Donc ça veut dire s'assurer d'un maximum d'outils à la disposition du personnel, que ce soit effectivement la formation, le maximum de masques, de gel, des points d'eau, du savon, pour qu'on puisse vraiment mettre à l'abri et s'assurer la bonne hygiène pour parer à cela. Aussi bien dans les écoles scolaires que dans toutes les structures de la collectivité, on est vigilant parce que nous savons que les contaminés d'un côté sont d'autres qui peuvent contaminer, les familles contaminées peuvent contaminer d'autres. Et on est très soucieux de ça et on veille à ce que l'on soit le mieux armé pour préparer cette rentrée.
Et concernant le port du masque justement à l'école, eh bien, le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, a tranché et il sera donc obligatoire pour les adultes, pour tous les niveaux d'enseignement, de la maternelle jusqu'au lycée. Et des mesures qui devraient d'ailleurs être durcies. On attend une circulaire justement à destination des établissements, des directeurs d'établissements qui devrait sortir demain. Et on part maintenant pour la 3e session de titularisation d'agents des lycées pour l'année 2020. Aujourd'hui, la région a remis leur arrêté à 60 contractuels, de quoi sécuriser l'emploi de ses salariés et aider au bon fonctionnement des établissements. Le reportage de Stanley Manicor. C'est une régularisation de situation des agents qui étaient contractuels donc, pendant plusieurs années et qui travaillent dans les lycées. Donc le président du conseil régional a décidé de les stagiairiser aujourd'hui et puis après une année, ils seront titularisés. Nous leur demandons d'avoir une conscience professionnelle, d'être des agents responsables, de faire preuve d'efficacité dans leurs fonctions et nous avons mis l'accent sur aussi la formation. Donc il faut que ces agents aillent se former pour mieux exercer leur métier. Voilà l'ambition du conseil régional. Donc il y a eu 169 agents aujourd'hui dans ce cas-là qui ont été stagiairisés. Donc c'est prendre en compte également la situation sociale de ces Guadeloupéens qui ont envie d'une stabilisation professionnelle. Donc c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Ils vont continuer dans leurs fonctions. D'être dans les lycées, d'assurer l'entretien pour ceux qui sont dans la cuisine, d'assurer un repas pour chaque lycéen, d'entretenir convenablement le lycée. Et puis c'est ça aussi la fonction. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait de l'entraide, qu'il y ait de la complémentarité, qu'il y ait aussi de la compréhension entre ces agents, parce que le but, c'est servir la société guadeloupéenne, être au service des jeunes lycéens, afin que tous nous puissions gagner. C'est une relation gagnant-gagnant aujourd'hui. Alors le président du conseil régional l'a signifié. Il faut qu'ils soient bien dans leurs fonctions, parce que la stagiarisation ne veut pas dire non plus la titularisation. S'ils sont défectueux, donc c'est effectivement que le président prendra quelques sanctions. Donc on leur dit d'être présents, d'être à la tâche, d'assumer. On leur demande d'assumer la responsabilité au sein du lycée, d'assumer leurs fonctions et de faire en sorte qu'ils aient un avenir assuré. Et petit focus maintenant sur une action écolo-géniale de l'association des parents d'élèves solidaires de Sainte-Rose. Ces derniers réalisent une collecte de t-shirts à l'effigie des établissements scolaires afin de les distribuer aux familles en difficulté. Une manière d'éviter le gaspillage et de réduire les dépenses pour la rentrée, sachant que les fournitures scolaires sont en très nette augmentation cette année. C'est tout bénef, regardez. L'association est toute jeune, elle vient d'être créée, donc ça nous permet de nous faire connaître de vraiment toute la population de Sainte-Rose. C'est aussi important parce que les t-shirts ont très peu servi cette année dans les écoles. Ça permet donc d'instaurer un petit peu d'écologie aussi dans cette période où on a besoin de solidarité, etc. Donc voilà, ça permet de mettre en relation aussi les parents, d'éviter le gaspillage. Donc cette première action est vraiment importante et elle concerne tous les habitants de Sainte-Rose. C'est une première action pour faire connaître l'association qu'on vient de créer cet été suite à un regroupement de plusieurs parents d'élèves depuis le mois de mars. Donc on se rendait compte qu'au niveau de la mairie ou d'autres instances, on n'a pas vraiment d'existence et le fait de créer une association, ça rend les choses beaucoup plus officielles. Et du coup, par cette première action, on va pouvoir mettre en avant l'association et montrer qu'on peut faire des choses pour la population de Sainte-Rose, pour les enfants de Sainte-Rose. C'est même pas forcément pour ceux qui n'ont pas les moyens, puisque notre collecte est ouverte à tous et la redistribution sera ouverte à toutes les familles, sans critères sociaux en particulier. C'est vraiment l'envie de bien faire, l'envie de partager, de ne pas laisser des t-shirts d'uniforme perdus dans des placards plusieurs années alors qu'ils peuvent être réutilisés par d'autres familles. On n'a pas toujours besoin d'acheter des t-shirts neufs pour les enfants, donc ça leur permet aussi d'instaurer des valeurs aux enfants, c'est intéressant pour tout le monde. Dans la mesure où cette année les t-shirts sont quasiment neufs et qu'il faut en racheter toutes les années puisque les enfants y changent, donc oui c'est important de participer. C'est surtout pour aider, participer, puis de toutes les façons les t-shirts on ne peut pas les réutiliser puisque les couleurs changent.
Donc à part les jeter ou les brûler, mieux vaut en faire profiter à ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui c'est une première collecte et on a choisi de faire donc plusieurs points de collecte, 2 en fait, par rapport aussi au coronavirus, pour pouvoir garder les distanciations sociales et éviter les rassemblements. Donc la deuxième point de collecte va se faire donc face à la pharmacie de Nogent à côté de Leclerc sous le Carbet. Donc elle se fait vendredi de 10h à 12h30. Et donc voilà, tous les dons de t-shirts d'école à usage qui peuvent réutiliser sont les bienvenus. Et donc il y aura un point de distribution ce samedi, donc 29 août, de 9h à 11h à l'association Vente Levée dans le bourg de Sainte-Rose. Et lors de sa visite aux artisans du gosier, la Chambre des métiers a abordé la problématique que les couturiers rencontrent sur la confection des masques. L'occasion, encore une fois, de tirer la sonnette d'alarme sur l'impact des charges sociales et fiscales. On écoute le président de la Chambre des métiers d'artisanat, Gabriel Foy, au micro d'Olivier Félix. Aujourd'hui, nous avons rencontré Didier Saint-Marc, président du syndicat des couturiers, et Mac Jo aussi au gosier. Et c'est vrai que la problématique effectivement qui se pose concernant la confection des masques. Donc nous avons dit effectivement que la région a reçu le tissu. Maintenant, c'est nous mettons-nous ensemble pour justement confectionner des masques pour la population et continuer aussi à avoir les artisans, surtout pour leur dire que la Chambre des métiers est à leur côté, pour surtout apporter des aides pour les montages de dossiers et la réfection de leur atelier de production de couture. Monsieur le président connaît les difficultés des artisans. Je sais qu'il fait le tour pour avoir des doléances. Il me connaît, on se rencontre assez souvent. Il connaît le problème. Il en est encore en plus de difficultés suite au Covid. Je pense qu'il va prendre à bas le corps le souci des artisans en difficulté en ce moment. Les choses qui reviennent à chaque fois, c'est surtout les charges sociales et fiscales qui reviennent. À chaque fois, ils sont asphyxiés. Il n'y a pas la clientèle. Aujourd'hui, ils font que des masques et à petite échelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons les accompagner. Et c'est pour cette raison que je remercie le maire du Gosier qui nous accompagne aujourd'hui, M. Cornet, afin de prendre vraiment la tâche et l'ampleur du dégât concernant le monde artisanal. Mais la Chambre des métiers va les accompagner, va les aider à trouver des solutions pour encore aller plus loin. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal et n'oubliez pas que demain, la brume de sable débarque sur nous, donc que la qualité de l'air sera très mauvaise, donc faites preuve de prudence, surtout si vous êtes allergique ou que vous avez des pathologies respiratoires, tout simplement. Et passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision, puisque le journal revient demain à 18h30. Bisous, ciao. À venir dans la info sur Canal 10, c'est bien le Focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale et l'actu du jour. C'est cette mobilisation des gérants de boîtes de nuit, mais aussi des organisateurs événementiels qui sont en perte de vitesse et ont zéro activité depuis le 15 mars dernier. Là, leurs comptes sont dans le rouge, donc ils viennent tirer la sonnette d'alarme. Vous pourrez leur poser vos questions au 96 10 10. Ce sera après la pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Joanne APLN, bonjour à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Madly Congré, bonsoir à Karl Bouissé, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à OCBDC, bonsoir à Mélie Pops, bonsoir à Josué Trésor, bonsoir à Sari, bonsoir à JCVD, bonsoir à Spartakush, bonsoir à Vanessa Foy Dutch Gatibelza, bonsoir à Eric Camille, bonsoir également à Dominique Landry, mais aussi à Marcel Neuilly, à Marie-Hélène Borès et tous les autres. Merci de nous suivre quasiment tous les jours sur les réseaux, mais merci aussi à ceux qui nous suivent en direct à la télévision. On se retrouve après la pub.